Donc, on a parlé des premières étapes, puis je vais juste revenir un petit peu rapidement sur ce qu'on a parlé. Donc, on a parlé de la phase de préparation. Donc, la phase de préparation, ça ne fait pas partie de l'analyse de risque comme telle. La phase de préparation, c'est quelque chose qui devrait déjà exister dans l'organisation, qui devrait déjà avoir été fait. Donc, ces étapes-là ne font pas partie, ne sont pas dans le périmètre de l'analyse de risque. C'est des choses qui, par principe en anglais, on dirait due diligence, donc de diligence raisonnable, de bonne gouvernance, l'organisation devrait avoir un comité de gouvernance. L'organisation devrait avoir un inventaire de ses actifs informationnels. Et dans ce contexte-là, moi, ce que je vous propose, c'est un peu comme un genre de checklist, dans le fond. Donc, je vous ai fait une checklist des différentes choses qui devraient avoir été faites. Donc, par exemple, l'appétence aux risques de l'organisation devrait avoir été identifiée. Les risques informationnels devraient avoir été identifiés. Ou en tout cas, on devrait au moins se questionner s'il y a quelque chose qui a été fait à ce niveau-là. Un comité de gouvernance devrait avoir été créé. L'organisation devrait avoir identifié des pratiques exemplaires de gestion de risque qu'elle veut utiliser. Par exemple, COVID-5. L'organisation devrait avoir réalisé un inventaire des actifs informationnels, devrait avoir catégorisé les actifs informationnels, devrait avoir identifié les interdépendances entre les actifs informationnels, c'est-à-dire quel processus d'affaires fonctionne avec tel système d'information, avec quelles données, etc. Donc, c'est une cartographie, si vous voulez, des actifs informationnels. Donc, normalement, ça, c'est le genre de choses qui devrait déjà exister. Il devrait avoir, avant que vous démarriez l'analyse de risque, il devrait avoir un comité de projet pour l'analyse de risque qui a été identifié. Vous devriez avoir un plan de projet qui devrait être fait. Vous devriez avoir déterminé les cadres de gestion que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc, par exemple, on veut COVID-5, on veut ITIL, on veut ISO 27002, par exemple. On veut devenir PCI. Donc, ça, c'est des choses qui devraient déjà avoir été faites. Et finalement, il devrait avoir eu un état de la situation de fait et un audit, une vérif qui a été faite. Donc, c'est des choses qui ne sont pas à l'intérieur du périmètre de l'analyse de risque, donc le travail purement de l'analyste de risque. Ça, c'est des fonctions qui vont être faites par votre équipe de sécurité, par votre équipe de vérification, probablement par la vérification interne, par exemple, qui pourrait avoir été l'œuvre d'une vérification externe dans le cadre de l'audit. Peut-être que vous avez juste l'interne, peut-être que vous avez les deux. Mais il y a un questionnement donc que vous devez vous faire. Donc ça, moi j'ai mis ça dans une checklist là, que j'ai mis disponible sur Internet. Donc vous avez accès à tout ça et les étapes, tous les questionnements qu'on a eus. Donc on a déjà discuté dans le module précédent. Vous les avez ici toutes sous la forme d'un tableau. On arrive ensuite vraiment au démarrage de l'analyse de risque. Donc, dans la phase d'identification, vous vous souvenez que l'analyse de risque, c'est un processus IPM. Donc, dans la phase I, c'est-à-dire l'identification, toujours, évidemment, selon COVID-5 for Risk. Si vous utilisez une méthodologie différente, vous allez retrouver le IPM, mais probablement que les étapes, les choses que vous allez faire, les étapes de la méthodologie vont être légèrement différentes. C'est ce qui va faire la grosse différence entre le passage à, par exemple, Méhari ou EBIOS ou une autre méthodologie ou même Octave. Vous allez retrouver essentiellement les mêmes choses, mais ça va être fait un petit peu différemment. À partir de maintenant, ce qu'on va mettre en œuvre, c'est la recette COVID. Donc, la recette COVID-5. Donc, on va faire les choses à la sauce COVID-5. Et à la sauce COVID-5, ben, la phase d'identification, donc, c'est vraiment avec les étapes du APO. Donc, on est dans le APO 12. On a dit la semaine dernière que le EDM 3 a un lien avec ça, mais pour nous, le EDM 3, on l'a inclus dans la phase préparatoire. Donc, dans la phase préparatoire à l'analyse de risque, on s'est intéressé aux aspects de gouvernance. Parce que c'est le cadre de gouvernance de l'entreprise qui va venir cadrer comment nous, on va faire notre analyse de risque. Puisque l'analyse de risque, la gestion du risque et l'analyse du risque nécessaire à la gestion de risque se fait dans un contexte de gouvernance. Donc, c'est la gouvernance et la gestion de risque d'entreprise
qui est au-dessus de tout ce que nous, on va faire. Donc, la gouvernance vient positionner la gestion de risque d'entreprise et un des éléments de la gestion de risque d'entreprise, c'est la gestion du risque informationnel, qui est une des composantes du risque d'entreprise. Dans la phase d'identification, donc, on a ce qu'on a discuté donc, dans le module précédent, c'est-à-dire on a établi une méthode de collecte de données, on a identifié les données pertinentes sur l'environnement d'exploitation, on a documenté nos risques historiques, on a documenté les aléas connus ou présumés, et on a commencé à faire l'analyse de risque. Donc, ici, là, on se retrouve donc dans le bloc analyse de risque plus spécifiquement, que j'ai explosé ici. Bien, on est toujours dans la phase d'identification. Mais encore des choses qu'on a couvertes donc, dans le module précédent, c'est-à-dire définir le scope, l'envergure donc qu'on va donner à notre analyse de risque, d'avoir un consensus sur les actifs informationnels critiques, évidemment, à l'intérieur de notre périmètre, de notre scope. On va créer des scénarios de risque. On va ensuite évaluer ces scénarios de risque-là. On va transmettre les résultats de l'analyse de risque aux décideurs et on va fournir aux décideurs des données qui vont leur permettre de comprendre ce qui est dans notre analyse de risque. Donc, nous, on part de là ce soir. Donc, on est rendu ici donc, à la phase de priorisation. Donc, dans la phase de priorisation, c'est là qu'on va arriver avec l'utilisation des métriques, puisque la phase de mobilisation, c'est ce qui arrive après. Donc, l'analyse de risque, essentiellement, se fait dans la phase d'identification et dans la phase de priorisation. En bout de ligne, en fin de la phase de priorisation, c'est la création de projets, d'un portfolio de mesures. On va choisir, on va faire des recommandations à l'organisation sur quel portfolio elle devrait s'aligner. Mais la décision va être prise par le comité de gouvernance et par le conseil d'administration de l'organisation, puisque ça va dépendre de plusieurs choses, de la tolérance au risque, oui, mais aussi des budgets qui sont disponibles, de combien d'argent on est prêt à mettre pour des mesures dans le prochain cycle budgétaire, par exemple. Et à ce moment-là, une fois que ça va avoir été déterminé, à partir de nos recommandations, un certain nombre de mesures vont avoir été retenues, mais ça va devenir des projets. Donc, notre extrait, finalement, c'est une série de projets, et ces projets-là vont être donnés au bureau de projet. Donc, ce n'est plus une problématique de gestion de risque à ce moment-là. Ça devient de la gestion de projet. Donc, votre PMO, là, je ne sais pas comment vous appelez la gestion de projet ou les nouveaux projets dans votre organisation, c'est eux qui vont prendre ça en charge. Donc, vous pouvez à ce moment-là avoir une fonction de conseil, les aider à bien comprendre c'est quoi exactement qu'on a envisagé faire, c'est quoi les meilleurs choix par rapport aux aspects de sécurité dans ce projet-là, de gouvernance, de mitigation des risques dans ce projet-là. Mais ça devient une problématique de gestion de projet et qui, éventuellement, quand le projet sera terminé, ça va être transféré aux opérations. Donc, ça devient un système opérationnel. Donc, on va moins insister sur cet aspect-là. Donc, nous, on va finir notre travail avec la création de portfolios. Et les portfolios, donc, recommandés, qui sont mis dans un document qu'on va appeler le plan directeur. Et donc, c'est dans le plan directeur, ça, c'est le document qui sera soumis au conseil d'administration pour approbation. Mais il y a une négociation qui va se faire, ça se peut qu'il y ait des modifications. Évidemment, le dernier mot vient à celui qui signe le chèque. Là. Donc, le dernier mot va venir au conseil d'administration ou aux gestionnaires responsables. Donc, dans la phase de priorisation, on trouve un ensemble d'activités donc, qui sont identifiées ici, mais on va nous aller quand même beaucoup plus dans le détail. Donc, toujours en s'alignant sur le COVID-5. Donc, on est là au point de départ dans le APO 1202.4, où on va vouloir chercher à comparer les risques résiduels à la tolérance au risque de l'organisation. Donc, plus spécifiquement, on va se questionner sur le fait d'avoir effectué une revue par les pairs. Donc, une fois qu'on a fait l'analyse de risque, on a fait les choses qu'on a discutées la semaine passée, dans le module précédent, on va faire une revue de ça. C'est-à-dire qu'on va soumettre à notre comité, par exemple, aux gens qui sont dans notre comité de projet, aux gens qui sont dans notre comité de gouvernance, notre analyse de risque pour voir s'ils ont des commentaires, s'ils ont des critiques,
sur des suggestions sur comment on peut l'améliorer, jusqu'au moment où on a un consensus, c'est-à-dire que tout le monde est capable de vivre avec le résultat. Un consensus, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord. Ça veut juste dire qu'on est capable de vivre avec ce qui est proposé. Donc, on cherche à effectuer une revue par les pairs. On cherche à valider le fait que l'analyse est suffisamment documentée. On a toute l'information dans l'analyse de risque qui va nous permettre de comprendre ce qui a été fait. On va se questionner sur les évaluations, les estimations qu'on a fait, c'est-à-dire les chiffres qu'on a fait, comment on a obtenu ces chiffres-là. Est-ce qu'on a des données probantes qui existent, qu'on a utilisées ou qu'on aurait pu utiliser puis qu'on n'a peut-être pas utilisées? Donc, si par exemple, on fait une évaluation qualitative des risques, est-ce que pour ces données qualitatives-là, est-ce qu'il existe en quelque part un type de données plus fiable, plus scientifique, ce qu'on aurait pu utiliser? Si on a utilisé des données qualitatives, quel processus est-ce qu'on a mis en place pour contrôler les biais? Donc, par exemple, si vous vous souvenez, dans le module précédent, quand on a parlé de créer un comité pour créer les scénarios, on va un brainstorming où on discute des scénarios. Ensuite, on a procédé à un travail de développement des scénarios par l'analyse de risque. On est allé faire des rencontres individuelles avec les parties prenantes. On leur a présenté les scénarios, on leur a demandé de faire une première évaluation. Ensuite, on a fait une rencontre de groupe où on a validé les résultats. On est essayé d'arriver à un consensus, donc à l'accord de tout le monde sur les estimations qui ont été faites. Bien, ce travail-là, ce processus-là, c'est un processus pour contrôler les biais. Donc, on s'assure d'avoir une approche plus scientifique de l'évaluation, de l'estimation qu'on a fait, parce c'est pas affecté seulement par l'opinion d'un seul individu, qui peut-être est dans un département d'informatique, qui a une vision plus technique, ou par un autre individu qui est peut-être plutôt dans une unité d'affaires, donc qui a une vision plus liée aux enjeux d'affaires. Donc, on cherche vraiment à arriver à un consensus où on a tenu compte des différents points de vue. Donc, ce n'est pas le résultat, ce qui est utilisé, ce n'est pas l'opinion de vous, l'analyse de risque, c'est l'opinion éclairée, donc des différentes parties prenantes par rapport à ces scénarios-là. Donc, ça, c'est une méthode pour contrôler les biais. Quand on fait de l'analyse de risque avec des données qualitatives, c'est plus compliqué à cause de ça. Tu sais, quand on a des données probantes, c'est facile. Bien, c'est facile. C'est plus facile. En autant que nos données probantes sont fiables. Puis plus on a une grande source de données probantes, plus on peut avoir une certaine assurance, ce qu'on pourrait appeler peut-être d'un point de vue statistique un indice de confiance par rapport aux données. Hein, c'est comme les sondages. On voit beaucoup, là, ces jours-ci, des sondages apparaître un peu partout. Vous avez des sondages qui sont faits sur Internet versus des véritables sondages où on a téléphoné des gens au hasard, donc de façon aléatoire. Et dans les sondages qui sont faits sur Internet, quand c'est sérieux, on vous dit c'est un échantillonnage non probabiliste. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ceux qui ont répondu, c'est les gens qui voulaient bien répondre. Donc, si par exemple, les partisans d'un parti politique se disaient on va s'arranger pour que notre candidat paraisse bien, ils vont se passer le mot, puis il y a beaucoup de gens de ce parti politique-là vont aller sur Internet, vont aller répondre aux sondages. C'est facile avec le courriel, avec Facebook, avec différents sites, de mobiliser les troupes comme ça. On peut affecter les résultats d'un sondage non probabiliste de cette façon-là, en se disant, le fait que les gens voient que notre candidat est en meilleure position, peut-être qu'ils vont voter de ce bord-là pour être sûr d'avoir un député du bon bord dans leur comté. Tout le monde peut comprendre ça. Donc, l'échantillon, il peut ou ne peut pas être représentatif de la population. On n'a aucune vraiment façon de le savoir. Alors qu'avec un échantillonnage probabiliste, des gens choisis au hasard, en fonction de différents quotas, on s'assure d'avoir un certain pourcentage d'immigrés dans notre sondage, le même pourcentage qu'il y a dans la population. On s'assure d'avoir un certain nombre d'hommes, un certain nombre de femmes, le même pourcentage qu'on trouve dans la population. On s'assure d'avoir un certain nombre de personnes
de 18 à 25 ans, de 25 à 35 ans, de 65 ans et plus, équivalent à ce qu'on retrouve dans la population. À ce moment-là, on construit un échantillon qui va être représentatif de la réalité. Donc, on peut construire un échantillon, arriver avec un indice de confiance, arriver avec une marge d'erreur. Les résultats de notre sondage sont valides 19 fois sur 20 avec une marge d'erreur de 3 %, par exemple. C'est le genre d'affaires qu'on voit dans un sondage probabiliste. Mais dans un sondage non probabiliste, on ne vous donne pas d'indice de confiance, on ne vous donne pas de marge d'erreur. Mais c'est la même chose, nous autres, ici. C'est-à-dire, quand on utilise des données probantes, on peut arriver à se construire une certaine fiabilité mathématique relative à nos données. Et c'est pour ça qu'on va toujours vouloir favoriser ces données-là dans notre analyse de risque. Mais en l'absence de ces données-là, est-ce qu'on va inventer des données? Est-ce qu'on va choisir des chiffres, des nombres dans un chapeau? À ce moment-là, ça devient Inch'Allah. Hein, c'est ce que j'appelle la gestion de risque, Inch'Allah. Donc, on ne sait pas, on espère que ça s'est bien passé, mais Dieu seul le sait si les résultats seront pertinents. Donc, nous, on veut scientifiser l'affaire. Donc, on veut quand même mettre un cadre autour de ça pour contrôler les biais. Et ça, c'est un élément là, absolument critique. Donc, ça va être critique au niveau du choix de votre échantillon. Qui va être sur votre comité de projet? Si vous avez juste du monde d'informatique qui participe à votre projet d'analyse de risque, c'est sûr, c'est biaisé. Les gars d'informatique, c'est pas juste des hommes, là, mais comme vous le savez, il y a aussi des femmes, mais on va juste faire simple. Donc, les gars d'informatique ont tendance à avoir une vision de gars très bébelle, très technique, tangible. On veut des firewalls, on veut des IDS, on veut des... Puis on cherche à justifier des projets, on cherche à justifier l'achat de bébelles. Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Quand on n'a que du monde d'informatique, toutes les solutions aux problèmes, toutes les mesures de mitigation de risque sont des solutions techniques. Alors qu'on sait très bien, entre experts, on sait très bien que, de toute façon, 80% du problème, c'est un problème humain. Ce n'est pas un problème technique. C'est l'aspect humain qui est le plus gros, qui est le plus gros élément dans tout ça. Donc, oui, la technique, c'est important, mais il n'y a pas juste la technique. Donc, il faut s'assurer que notre échantillon est proportionnel à notre population ou à l'importance. Donc, on doit avoir des gens, par exemple, on doit avoir peut-être quelqu'un des ressources humaines, quelqu'un des unités d'affaires, quelqu'un des services juridiques, quelqu'un qui représente les gestionnaires, oui, quelqu'un qui représente l'informatique, puis peut-être que, parce qu'il y a plusieurs aspects aux technologies, puis que c'est une analyse de risque informationnelle, donc peut-être qu'il faut avoir quelqu'un qui vient des projets, quelqu'un qui vient du réseau, quelqu'un qui vient des supports des applications, OK, mais il ne faut pas qu'il y ait plus de monde d'informatique qu'il y a de monde de tout le reste. Donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on tienne compte dans la construction de notre échantillon, donc qui fait partie des mesures qu'on va mettre en place pour s'assurer de contrôler les biais quand on est dans l'utilisation, même partielle, de données qualitatives. Donc, le APO 12.4.4, quels sont les mécanismes mis en œuvre pour contrôler les biais? Est-ce qu'il y a des possibilités de manipuler le processus? Est-ce que la recherche de données probantes fut exhaustive? C'est ce qu'on a vraiment cherché. Est-ce qu'on a vraiment cherché des données probantes? Est-ce que le niveau d'expérience et les qualifications de l'analyse de risque sont appropriées? Donc, on va vouloir valider qu'effectivement, la personne qui a fait l'analyse de risque, elle était compétente, donc elle avait une formation appropriée, donc idéalement une maîtrise en gouvernance, audit, sécurité des technologies de l'information de l'Université de Sherbrooke, et peut-être une certification en gestion de risque. Ça existe. Il existe des certifications de Risk Manager, par exemple. Et certainement une formation sur la méthodologie qui est utilisée. Si vous n'avez pas été formé sur MEARI puis vous faites une analyse de risque MEARI, bien, vous allez avoir un problème par rapport à cet enjeu-là. À ce check-là sur la liste COBIT, de s'assurer que l'expérience et les qualifications sont pertinentes par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Donc, c'est-à-dire que compréhension de ce que c'est l'analyse de risque, ce que c'est la gestion de risque, ce que c'est la gouvernance, compréhension de l'organisation aussi. Donc, il faut être en mesure de comprendre l'organisation puis le type de business dans lequel elle est.
Comme vous avez vu dans les différents cas qu'on a lus, d'une industrie à une autre, les problématiques peuvent être différentes. Bon, ça s'apprend, remarque. Puis si on n'a pas peut-être la connaissance profonde de l'industrie, parce que peut-être ça fait pas 10 ans qu'on travaille à Hydro-Québec, on fait une analyse de risque chez Hydro-Québec, mais on peut quand même, à ce moment-là, on va pallier à ces manques-là en posant plus de questions, en rencontrant les gestionnaires, en s'assurant qu'on va aller chercher toute l'information qu'on a besoin d'avoir. Le 12.4.6, donc, est-ce qu'on dispose d'une opinion professionnelle sur l'analyse de risque? C'est-à-dire, vous pourriez, par exemple, solliciter une opinion d'une personne externe. Par exemple, je ne sais pas moi, vous pourriez aller chez Deloitte, puis de faire valider, une fois que vous avez fait votre analyse de risque, allez la faire valider par un spécialiste de chez Deloitte, par exemple, ou de Above Security, ou d'une firme qui se spécialise en gestion de risque informationnel. Évidemment, moi, je vous ai déjà dit plusieurs fois, moi, je vais favoriser des membres d'ordre professionnel pour obtenir une opinion professionnelle. Donc, idéalement, quelqu'un qui est CA, CGA, CMO, CPA. Je vais trouver, pour une opinion, c'est-à-dire que la personne engage sa responsabilité. Quand elle va signer avec le sceau de son ordre professionnel. Donc, c'est ce qui vient donner une caution externe, si vous voulez, au résultat. Pour quand on va présenter ça à notre comité de gouvernance, voici l'analyse de risque qu'on a fait, voici l'approche qu'on a prise, voici la méthodologie qu'on a prise, voici comment on s'est assuré de limiter les billets, etc. Et voici, en plus, on a allé faire valider ça par quelqu'un à l'extérieur, donc qui est venu dire oui, ce que vous avez fait, c'est bon. Est-ce que la réduction de risque inacceptable atteint les niveaux attendus? Est-ce que le coût du processus d'analyse de risque est raisonnable? C'est-à-dire, par rapport au périmètre, par rapport à l'effort qu'on avait défini au début, est-ce que ce qu'on a fait, ça nous semble raisonnable? Donc, voilà. On arrive dans la phase suivante, donc la APO 12.3.3, donc l'agrégation des scénarios de risque par catégorie, secteur d'activité, secteur fonctionnel. Donc ça va nous servir au niveau des mesures de mitigation de risque. C'est-à-dire qu'on peut avoir certains recoupements par rapport aux différents scénarios, on peut avoir des recoupements par rapport aux mesures de mitigation de risque. Et si on retient dans notre portfolio différents scénarios, mais qu'on a 2 fois, par exemple, l'installation d'un IDS, ça ne veut pas dire qu'on va mettre 2 IDS. Donc, il va falloir fusionner tout ça, là. Tu sais, si on a, par exemple, dans 3 des scénarios, une des mesures de mitigation, c'est de créer un programme de sensibilisation. On ne va pas créer 3 programmes de sensibilisation, on va en créer un seul. Donc ça va avoir un impact en fin de course, là, quand on va faire notre plan directeur, le coût total, qui va biaiser un peu, parce qu'on va faire ça dans un chiffrier, on va calculer les mesures de mitigation de risque par rapport à un scénario, mais ça se peut qu'il y ait des dédoublements là-dedans. Donc il va falloir qu'on en tienne compte éventuellement. Donc on va faire ça en catégorisant les choses. On va évaluer la capacité des processus, des compétences et des connaissances des individus, puisque on veut s'assurer qu'on tient compte de la résilience. Parce que la résilience va venir réduire les risques. Plus on est résilient, moins il y a de risques. Donc, on veut s'assurer qu'on a bien tenu compte de la résilience dans l'organisation. Est-ce que les résultats et les performances furent évalués à travers le spectre du risque informationnel? Et entre autres, est-ce qu'on a tenu compte du coût total d'acquisition? TCO, on traduirait ça comment en français? C'est Total Cost of Ownership en anglais, là, le principe du TCO. C'est le coût total d'une solution. L'idée, c'est que quand tu achètes un logiciel, c'est pas juste le coût du logiciel, c'est le coût des machines, c'est le coût des licences, c'est le coût du support, c'est le coût des renouvellements, des mises à jour, etc., qu'il faut que tu tiennes compte. Le coût des projets, le coût des opérations, de la prestation de service. Est-ce qu'on a déterminé si les bons contrôles étaient en place? Donc le 12.3.3.2. Est-ce qu'on a identifié où et comment la variabilité des résultats associés à un processus a un effet sur le contrôle interne, la qualité de l'information, les performances de l'organisation et la capacité de l'organisation à saisir des opportunités? APO 12.3.4, l'organisation doit identifier et saisir toutes les informations utiles sur son profil de risque. Donc, on doit commencer à se doter d'un profil de risque global pour l'entreprise.
Donc, est-ce que les variables et les métriques sont identifiées et définies? Quelles sont les interconnexions avec les catégories d'impact? Est-ce que nos données sont ajustées en fonction de l'évolution du risque et des menaces émergentes? Est-ce que le coût de mise à jour des actifs informationnels sur la base de leur criticité est identifié? Est-ce que les liens entre les aléas et les impacts est déterminé? Donc là, on est dans le APO 12.3.4.3. Le APO 12.3.4.4, a-t-on catalogué et agrégé les aléas par catégorie, secteur d'activité et secteur fonctionnel dans l'organisation? APO 12.3.4.5, a-t-on mis en place un processus de mise à jour annuel des scénarios de risque informationnel afin de répondre aux changements internes et ou externes? On en a parlé plusieurs fois déjà ensemble du fait qu'il doit y avoir une mise à jour qui doit se faire. On doit refaire des analyses de risque au minimum une fois par cycle budgétaire, ce qui revient en la plupart des organisations de façon annuelle. Donc à ce moment-là, quand on refait notre analyse de risque, on devrait réviser nos scénarios. On devrait s'assurer que nos scénarios sont toujours pertinents. Et s'il y a eu des évolutions, avant de les inclure dans la prochaine analyse de risque, bien, on devrait s'assurer de tenir compte des évolutions qu'il y a eu. Voilà, on approche. Donc, on arrive ensuite à nos indicateurs de risque. Et je vous rappelle ici, dans la création des indicateurs de risque, que nous, on est incapable, dans le moment, de quantifier le risque en dollars absolus. Donc, on calcule un indice de risque, comme les indices boursiers, par exemple, qui nous permet de comparer différents risques ensemble. Ce n'est pas parce qu'un risque a un indice de risque de 1000 que ça représente 1000 $ ou que ça représente 1 million de dollars. C'est un indice de risque qui nous permet de comparer différents scénarios entre eux. Éventuellement, quand vous aurez un plus haut niveau de maturité, c'est-à-dire dans l'échelle CMMI, quand vous arrivez à un niveau 4 ou 5, plutôt 5, et que vous avez identifié des données probantes pour chacun de vos scénarios, oui, il y a des bonnes chances qu'à un certain moment, vous soyez capable d'arriver à faire un calcul, une estimation qui a une valeur plutôt monétaire de ce qu'est le risque. Mais on est très loin de ça en risque informationnel. On n'est pas dans le domaine du risque d'assurance ici ou du risque opérationnel dans le secteur financier. On est dans le risque informationnel. Il y a des intangibles, il y a des choses qui sont très difficiles à quantifier, comme par exemple le risque réputationnel. C'est difficile de faire le lien entre un actif informationnel et l'effet qu'il aura sur le risque réputationnel. Donc, quand on travaille avec l'indice de risque, on fait une abstraction, c'est-à-dire on se donne une valeur qui nous permet de comparer différentes choses entre eux, de comparer des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Mais il ne faut pas penser que si le chiffre que vous avez ressemble à une valeur monétaire, que ça a la même signification. Est-ce qu'on a un registre des risques informationnels? Est-ce qu'on a cartographié nos risques d'entreprise? Puisque vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais que la gestion des risques informationnels donc, est un sous-ensemble de la gestion des risques d'entreprise et alimenté par nos objectifs, par notre cadre de gouvernance. Donc, on va chercher à identifier si les risques d'entreprise ont été cartographiés et si on comprend comment les risques informationnels s'intègrent à l'intérieur des risques d'entreprise. Puisque dans un contexte de ERM, de Enterprise Risk Management, les risques informationnels devraient remonter éventuellement à l'intérieur des risques d'entreprise. Est-ce qu'on bonifie le profil de risque par les résultats de la portion TI de l'évaluation du risque d'entreprise? Est-ce qu'on a des processus de mise à jour des attributs des éléments du registre des risques informationnels? Est-ce qu'on recueille des informations? Là, ici, on arrive donc dans la mesure des KRI, donc la mesure des indicateurs de risque et l'estimation du risque en elle-même. On a presque fini. Donc, on va recueillir des informations sur les aléas informationnels qui se sont matérialisés pour inclusion dans le profil de risque informationnel de l'organisation. Donc, quelles sont les métriques et les indicateurs de risque qui peuvent cibler les aléas significatifs?
Est-ce que ces indicateurs sont basés sur un modèle qui permet d'intégrer les variables susceptibles de comprendre l'exposition et les capacités de l'organisation? C'est-à-dire, dans le fond, ce qu'il faut qu'on se crée, c'est une définition de c'est quoi le risque informationnel pour nous. On doit opérationnaliser, si vous voulez, qu'est-ce que c'est le risque pour nous? C'est quoi les composantes du risque pour nous? On va partir à partir de notre triangle du risque. Donc, notre cas théorique. Dans notre cas théorique, on a dit qu'il y a essentiellement 3 composantes au risque. Il y a l'aléa, il y a la vulnérabilité et il y a l'impact. Donc, déjà, ça, de par notre définition, donc notre modèle sur lequel on se base, ça nous indique qu'une de nos variables va être la présence d'un aléa. Une autre de nos variables va être la présence d'une vulnérabilité susceptible d'être exploitée par l'aléa. Une autre de nos variables va être l'impact. Donc ça va être 3 de nos variables, déjà en partant, sur les bases de notre modèle théorique. Dans les discussions qu'on a eues aussi déjà, on a parlé de l'effet de la résilience. Donc, la résilience va réduire le risque. Donc, dans notre modèle, on a la résilience. Donc, dans nos métriques, on devrait avoir une mesure de la résilience. Parce qu'on parle de l'aléa qui pourrait exploiter une vulnérabilité, bien, on va se questionner sur est-ce que l'aléa existe? Est-ce que la vulnérabilité existe? Et quelle est la probabilité que cet aléa-là exploite cette vulnérabilité-là? Donc, il va y avoir une notion de probabilité, donc de coïncidence dans le temps et dans l'espace, en relation à notre élément à risque, c'est-à-dire notre actif informationnel, de l'aléa et de la vulnérabilité. Donc, toutes ces choses-là doivent être prises en considération. Donc, de par les définitions qu'on a eues ici dans le cours, dans notre modèle de base que nous, on va utiliser dans nos indicateurs de risque, on va retrouver ces choses-là. Comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, nous, ici, on va utiliser des indicateurs de risque et des variables basées sur de la théorie, sur la théorie dont on a parlé. Dans la réalité d'une entreprise, évidemment, vous allez devoir adapter ces indicateurs-là et ces variables-là au contexte réel de l'entreprise, qui ne sera pas nécessairement exactement le même que ce que nous, on parle ici, dans le module. Ça va être différent. Dans la réalité d'une entreprise, ça va être un peu différent. Donc, vous allez devoir ajuster ça. Encore une fois, vous pouvez partir avec le cadre théorique. Quand vous êtes au niveau 0 ou 1 de maturité, partir avec le cadre théorique et utiliser ça. Et au fur et à mesure que vous allez faire des analyses de risque dans la même entreprise, dans la même organisation, dans le même contexte, vous allez acquérir de l'expérience, vous allez valider avec les résultats de la vérif. Donc, vous faites votre analyse de risque. 1 an plus tard, vous regardez qu'est-ce qui s'est vraiment produit et vous comparez ce qui s'est vraiment produit avec ce que vous aviez anticipé dans votre modèle. Ça va vous permettre d'ajuster votre modèle. Donc, graduellement, au fil du temps, vous allez modifier, vous allez ajuster votre modèle et il va graduellement devenir de plus en plus représentatif de la réalité. Donc, les indicateurs de risque vont devenir plus précis au fur et à mesure que vous allez le faire. Donc, on va s'assurer que tout le monde comprenne quels sont nos indicateurs. On va s'assurer qu'on a mis en place un processus d'examen et de révision de nos indicateurs. Donc, on va utiliser les indicateurs de risque, comme on a déjà parlé ensemble. Donc, on va se créer une formule. Donc, moi, ici, je vous montre de ce corollaire la formule qu'on pourrait utiliser comme point de départ. Donc, on va calculer le risque estimé. Donc, la probabilité qu'un aléa se produise, multipliée par la probabilité que la vulnérabilité existe. Ça, c'est 1 ou 0, si vous vous rappelez. Ensuite, les dommages, donc, estimés par rapport à l'exploitation de la vulnérabilité par la menace. L'utilité espérée de notre élément à risque et divisé par la résilience de l'organisation. Donc là, ici, j'ai mis un exemple avec des chiffres là, qui vous donnent une idée. Donc, on arrive ici avec un indice de risque de 0,168.
C'est une formule générale que moi je vous propose, basée sur le cadre théorique du cours. C'est cette formule-là, c'est ça que vous allez devoir développer pour qu'elle soit spécifique à votre entreprise. Donc, ici, moi, j'ai un autre. Donc, j'ai l'indice, j'ai le risque estimé, j'ai le risque maximal. Donc, le risque estimé, c'est le scénario le plus probable. Le risque maximal, c'est le maximum que ça pourrait avoir. Donc, ça nous permet d'arriver à 2 indices de risque différents. Donc, on évalue que le risque probable serait de 0,168, mais dans les pires cas, ça irait jusqu'à 378. Donc, notre indice, il est entre 168 et 378. Là, ce qui nous manque pour pouvoir voir l'importance de ça, évidemment, c'est la tolérance. C'est quoi notre tolérance au risque? Là, ici, on ne l'a pas. Mais on utiliserait essentiellement la même formule pour calculer la tolérance, mais au lieu d'utiliser les dommages, on utiliserait la tolérance. Donc, l'appétence au risque de l'organisation à la place des dommages. Le risque mitigé, bien là, à ce moment-là, on va prendre notre indice de risque et on va appliquer l'effet de réduction de la probabilité ou de réduction des dommages qui sont amenés par les mesures de mitigation de risque qui sont retenues. Ce qui est important que vous compreniez, c'est d'abord qu'OBIT 5 ne définit pas les métriques. C'est nous qui devons définir les métriques par rapport à notre situation. Dans le cours, on utilise des métriques qui sont basées sur notre cadre théorique. Donc, vous allez devoir, en entreprise, définir c'est quoi les métriques qui sont pertinentes pour vous. Dans une situation réelle, évidemment, d'entreprise, vous allez devoir évaluer comment efficace est un antivirus, par exemple, dans votre organisation. Mais ça, le chiffre exact de comment efficace que c'est chez vous un antivirus, bien évidemment, dans une situation d'entreprise, ça va être à vous à le déterminer, basé sur votre expérience. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir une source de données probante pour l'efficacité d'un antivirus? Est-ce que vous pourriez imaginer une source de données probante pour l'efficacité d'un antivirus en entreprise? Donc, si vous avez une console centralisée d'antivirus, vous avez des logs qui vous disent, gars, il y a eu 50 000 antivirus qui ont sur notre réseau dans la dernière année. Puis de ces 50 000-là, on en a 99,9% qui ont été attrapés par notre antivirus. Et j'ai des données probantes, j'ai mon log. Donc, si quelqu'un questionne où ça vient ces chiffres-là, dit, ben, j'ai la console de Norton Command Center, on a eu tant de virus dans la dernière année, puis on en a attrapé tant. Donc, ça, divisé par ça, ça donne tel pourcent. C'est ça le chiffre qu'on a pris. Ça, c'est le chiffre pour ton entreprise. Donc, quand on va mesurer dans les focus groups, là, dans les brainstorming, puis tout ça, on va utiliser les fameuses échelles à continu, les échelles continues. On peut utiliser, par exemple, une échelle comme ça. On va présenter ça aux gens. On va leur demander de dire, bah, OK, toi, c'est où sur ça que tu mettrais la probabilité de telle chose. La probabilité de réalisation du scénario, par exemple, toi, tu la mets où? Je fais ça dans mes rencontres individuelles, quand je vais quantifier mes scénarios. Puis après ça, quand j'arrive dans les rencontres de groupe, ben, je vais valider tout ça. Ensuite, donc, la dernière étape, on va passer en revue les résultats des risques de tiers, l'audit interne, l'assurance de qualité. On va identifier les lacunes pour déterminer la nécessité de faire une analyse de risque supplémentaire. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas identifiées, qui auraient dû être identifiées? Est-ce qu'il y a des gaps? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on voudrait avoir plus de précision? Donc, c'est tout ça qu'on doit faire, qu'on va évaluer dans la revue. Donc, comment sont évalués les besoins de transfert de risque, la nécessité d'analyse de risque supplémentaire? Comment les plans d'action corrective influencent le profil de risque global? Identifie-t-on les possibilités d'intégration avec des projets, des activités de gestion de risque en cours? On arrive ensuite à la phase de mobilisation. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est essentiellement la mise en œuvre de projets. Donc, nous, on va, pour l'instant, arrêter là.